Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du mois de février de l'année 2023. Savoir changer sa vision du monde. Toutefois, un peu avant, j'aimerais parler de certains sujets. Il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné ou qui prennent contact envers moi pour savoir comment va se dérouler un peu la situation dans le monde présentement et qui vivent beaucoup d'anxiété, évidemment, avec cette confrontation avec la Russie. Je ne veux pas me faire rassurant, mais je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser la voyance pour arriver à comprendre l'équation. Il s'agit simplement de réfléchir. Il faut comprendre que les gens qui sont en conflit, ce ne sont pas des populations. Ce sont des oligarques et que ces gens-là valent des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'accord? Et je ne crois pas, n'est-ce pas, quand on surfe sur la vague d'une telle fortune, pour toutes les familles oligarques, qu'ils désirent fondamentalement finir en poussière avec des champignons atomiques. Ils sont fous, mais pas jusque-là. Alors, je ne crois pas que ça va entrer dans un conflit nucléaire pour une simple question de logique. Pas besoin de tirer aux cartes avec ça ou faire de la voyance, là. Quand les gens veulent avoir le contrôle du monde, dans une manière ou une autre, de toute façon, que ce soit la Russie, que ce soit n'importe qui, tout le monde est communiste dans cette histoire-là, et puis c'est toujours le monde qui paie, qui sont dans la tourmente. Il n'y a jamais personne au cours de l'histoire qui a voulu une guerre, mais c'est plutôt des souverains. Alors, ceci dit, des gens très riches. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est simplement l'histoire qui se répète. Alors, il faut comprendre que je doute qu'ils soient fous jusque-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont des familles qui héritent des fortunes et qui poursuivent dans la dynastie leur contrôle puis leur fortune. Alors, je ne crois pas, même si c'est des gens qui foncent énormément dans le continent de la Russie et qui provoquent. On a vu ce que ça a donné avec les coupures financières concernant la Russie, donc les mesures contre la Russie se sont avérées à les enrichir. Alors, je crois que s'il y avait une guerre moindrement qui commençait à monter, au niveau atomique, je parle, ceci est très peu probable. Très peu probable, pour ne pas dire improbable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un fou quelque part qui ne fera pas sauter une bombe, mais ça va être loin de ces pays-là. Pour la raison que la Russie a tout ce qu'il faut pour répondre, et je crois que comme Einstein avait déjà dit, on ne peut pas, si jamais il y a une troisième guerre et qu'elle est atomique, la quatrième va se faire avec des arcs et des flèches. Il y avait tout ça dans les années 30, 40. Alors, dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, alors, je ne crois pas que ces gens-là, parce que imaginez-vous que si les champignons commencent à sauter, que vous êtes sur une île, hein, même si tu vaux des milliards de dollars, j'ai pas l'impression que ces gens-là seraient intéressés de respirer de la radioactivité et de faire de la navigation. Tu as beau avoir un bateau qui vaut 500 millions, que tu as envie que tes poissons flottent à la surface puis qui te regardent d'un œil style mort pour te dire que la radioactivité est trop forte. Alors, je crois que depuis que la bombe atomique, l'être humain n'a pas acquéri de la sagesse, mais il a peur. Et il a peur que ça saute. Et je crois que cette peur-là est toujours présente actuellement et que c'est la raison fondamentale pour laquelle je ne crois pas à une guerre atomique. Et je crois que Poutine est bien organisé. Et je sais qu'il a probablement des armes extrêmement pointues qui permettent de faire peut-être sauter juste une maison à l'autre bout de la Terre. Alors ça veut dire que retourner à l'envoyeur.
Je veux dire, je crois qu'on est rendu définitivement avec les systèmes de géolocalisation aujourd'hui, on est rendu tellement poussé qu'on sait où est-ce qu'un individu se situe, puis si on veut juste faire sauter lui ou elle, on va le faire sauter lui ou elle. On est rendu là. Alors, est-ce que ça va se poursuivre? Oui, parce que je crois que ces gens-là auraient dû s'arrêter avant, donc ça prouve un peu qu'il y a de la maladie un peu. Dans leur comportement et dans leurs agissements, mais je crois qu'ils vont quand même s'arrêter quand ils vont voir que je ne crois pas que Poutine est un individu qui plaisante. Et si je le regarde du point de vue de Poutine, je crois qu'à venir jusqu'à maintenant, il est extraordinairement brillant. Alors je crois que les autres qui s'amusent, c'est un peu comme des enfants hein, avec des fourchettes ou des petits démons. Là. Bon. Alors l'affaire, c'est que toujours la population qui paye et malheureusement, c'est sûr que l'Europe pourrait être dans une situation financière, c'est déjà commencé, qui est extrêmement pénible. Et tant qu'au Canada et les États-Unis, il faut comprendre que ce sont des pays extrêmement riches. Ce sont des pays producteurs qui possèdent du pétrole. Les États-Unis, c'est extrêmement riche. Alors, si les États-Unis deviennent pauvres, ça va être avec l'argent artificiel qui de toute manière a plus de valeur puis qui risque de descendre d'un seul coup. La même chose avec le Canada. Donc, l'argent du Fonds monétaire international, c'est pas... ce n'est plus depuis 1972 l'argent qui est basé sur rien, qui n'est plus basé sur l'or. Donc, elle est extrêmement facile à dévaluer et à la création de l'euro, je savais déjà que c'était dans le but de dévaluer. Donc, une quarantaine d'années, quand l'euro est arrivé, je me suis dit, une monnaie commune à toute l'Europe n'est pas une bonne idée, parce que je savais qu'on pouvait la dévaluer. Et c'est ce qui arrive. Et la forme de dévaluation qui est utilisée, ben, c'est l'inflation, la stagflation, tous ces trucs-là qui font que finalement, ben, ton dollar vaut 26 sous. Alors, ça, la situation, elle est surtout là. Et je pense qu'un individu qui est lucide doit apprendre à se mettre en vacances, s'amuser. Je sais que la nature peut ne pas suffire. Chez moi, ça m'aide beaucoup. Mais il faut comprendre que les gens qui valent des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars, qui peuvent être en vacances tout le temps, n'ont pas l'intention de sauter. N'ont pas l'intention de respirer de l'air qui est pollué par la radioactivité, n'ont pas l'intention de brûler vivant. Même s'ils sont très âgés, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des dynasties. Alors, pour moi, c'est une simple question de logique de dire « je ne crois pas que ça va se rendre jusque-là ». D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un fou, à quelque part, dans une ultime tentative de faire sauter un champignon quelque part sur une petite île tranquille, juste pour voir jusqu'où ça va. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on expérimente, c'est qu'on regarde toujours jusqu'où ça va avec les populations. On regarde jusqu'où ça va avec l'Ukraine. On regarde jusqu'où ça va, toujours jusqu'où ça va. On appuie sur le champignon. On voit que ces gens qui provoquent ces choses-là ont beaucoup de choses à perdre. Alors, ceci dit, fin de l'histoire en ce qui concerne le côté atomique des choses. Il y a beaucoup de gens qui parlent de catastrophes, de ci, de ça. Nous sommes submergés par un empoisonnement psychique de catastrophes. Je me rappelle, on a parlé du bug de l'an 2000. Hein. En l'an 2000, tout va s'arrêter parce que dans les voitures, etc., il n'y a plus rien qui va fonctionner. En 2012, il y avait autre chose, le calendrier Inca ou Maya. C'était la même chose, c'était la fin du monde. Et puis finalement, la fin du monde, c'est plate, elle n'arrive pas. On vit une période tourmentée, journalistiquement parlant. Beaucoup plus, et je pense que les gens qui peuvent se retirer un peu de leur téléviseur puis de ces mauvaises nouvelles vont se faire du bien, parce que c'est carrément de l'empoisonnement psychique depuis quelques décennies, et ça ne fait que prendre une ampleur qui est absolument fantastique depuis 3 ans. Alors voilà ce que j'avais à dire de ce côté-là. Aujourd'hui, le thème, ça ne sera pas une conférence qui est trop longue, savoir changer sa vision du monde. Évidemment, je fais toujours référence, non pas au pouvoir de la volonté, mais au pouvoir de percevoir le monde, de comprendre le monde, et d'intégrer ce monde comme une pâte à modeler, qui se modèle selon nos pensées.
Si nous vivons dans une période qui est tourmentée, c'est parce que l'ensemble des gens le sont aussi. Et que la réalité n'est rien d'autre qu'une manifestation d'une angoisse collective. D'accord? Donc, autrement dit, plus on embarque dans cette angoisse collective, plus on devient un être angoissé. Plus on est angoissé, plus on tombe malade, plus facilement, plus le système immunitaire diminue. Et donc, un très grand amour de soi est extrêmement important ici, de vous aimer vous-même, de vous respecter, de dire, OK, là, c'est assez, j'en ai assez entendu des trucs à la télé et je vais me faire du bien. Ne pas s'oublier à l'intérieur d'un processus démoniaque, malade. C'est pas parce que le monde est... c'est pas parce qu'il y a des oligarques qui sont fous que vous êtes obligé de le devenir. Vous pouvez vous soustraire de l'expérience en changeant votre vision, en acceptant, sans aucune forme de culpabilité, de dire « je vais me faire du bien, j'embarquerai pas ». Parce que si vous regardez l'anxiété que vous avez vécue dans votre vie, bien à 99,9% des fois, vous en êtes fait pour rien. Et tout ce que vous faites, c'est qu'à ce moment-là, vous détériorez votre santé. Alors, c'est une question d'amour de soi. Et ensuite, on peut aimer les autres quand il faut commencer par soi-même. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi. Donc, une fois qu'on a atteint une certaine paix dans l'esprit, on a une communication, on a une compréhension beaucoup plus saine de l'autre et de l'époque dans laquelle nous vivons présentement. Il est bien entendu que j'ai connu une belle époque, qui était les années 60. J'ai connu l'Expo 67. Donc, je sais que je parle à des gens que l'Expo 67 ne connaissent absolument pas. J'ai connu une période de promesses. J'ai connu une période qui fut très belle dans la relation avec le monde, les années 70 aussi. Et je sais que la période d'aujourd'hui, particulièrement depuis l'an 2001, que c'est une lourdeur absolument indéfinissable. Toutefois, c'était à prévoir, parce que j'avais déjà rencontré des gens, des cercles d'amis qui étaient en philosophie puis dans le domaine de la métaphysique, et on savait que les choses s'amélioraient pour nous et se détérioraient peut-être pour le monde. Parce qu'on remarquait que les gens avaient une vision extrêmement matérialiste, restreinte du monde, et qu'il y a un prix à payer pour l'inconscience. Je peux vous assurer qu'il y a un prix à payer pour la conscience, parce que la conscience, c'est de voir toute l'inconscience du monde, puis ça amène une souffrance personnelle. Parce qu'on se sent seul, je peux vous le dire. Et sauf que dans une société qui est inconsciente, ces gens-là, ils paient le prix. Il y a un prix à payer qui est beaucoup plus élevé quand notre vision du monde est extrêmement restreinte. Alors, il y a tous les problèmes qui sont arrivés dans les 2 dernières années, donc je ne vous ferai pas de dessin. Et ce que ça entraîne au niveau de la santé, ce que ça entraîne au niveau de la santé psychique de l'individu. Donc, ces manipulations de masse ne sont pas tellement intéressantes. Je suis rendu une période de ma vie où j'ai assez d'expérience et de sagesse pour ne pas embarquer, ou beaucoup moins embarquer que la majorité du monde. Évidemment, les gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui sont bien ancrés dans le modèle social, sont des gens qui sont atteints de plein fouet par c'est extrêmement insécure d'élever des enfants, des éduquer à une période où il y a des tensions aussi spectaculaires. Mais tout est une question de vision. Vous aurez certainement dans vos familles des occasions d'aller vous nourrir dans la nature, dans les sports de plein air, en faisant des activités agréables et en fermant le téléviseur, même s'il est 19h le soir, en disant c'est assez. Changer votre vision, c'est changer les événements qui vous arrivent. Donc, c'est une force intérieure qui vous permet de ne pas entrer dans la loi générale, mais de vous soustraire en partie à la loi générale pour vivre pleinement votre liberté. Et présentement, la race humaine est à un tournant
de sa crise d'adolescence où elle doit grandir. C'est-à-dire qu'elle doit passer à la conscience, c'est ça la conscience. La conscience, c'est choisir sa vision. Et c'est de dire ce qui me convient et c'est de dire ce qui ne me convient pas. Et il y a à ce moment-là, au niveau de la métaphysique, une loi d'exception qui s'établit pour un individu qui est conscient. Parce que je tiens à vous dire que même si les années 60, il y a eu, je vais parler des années 40, il y a eu une guerre, bien, il y avait des gens qui se promenaient à la campagne qui n'étaient pas chalés par les bombardements des villes. Et je peux vous dire que dans les années 60, bien, il y a eu beaucoup de gens, de jeunes qui sont partis des États-Unis pour venir vivre au Canada parce qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à la guerre du Vietnam. Et finalement, qu'est-ce qu'une loi d'exception? Ben, c'est quand Jimmy Carter leur a donné le pardon en disant, écoutez, vous n'avez pas été à la guerre du Vietnam, vous avez déserté, mais vous pouvez entrer maintenant aux États-Unis. Voilà comment fonctionne la loi d'exception. Celui qui est fidèle à lui-même, celui qui est fidèle à sa conscience, celui qui est fidèle à son intelligence, ne sera jamais atteint par quoi que ce soit. Donc, c'est une question de vivre en harmonie avec son intuition intérieure. C'est une question de vivre en harmonie avec son être. C'est une question de vivre en harmonie avec ce que l'on croit être juste pour soi-même. Donc, c'est un geste d'amour envers soi, c'est un geste de respect envers soi et de comprendre que nous sommes puissants, que nous sommes des êtres absolument doués d'une puissance qui est extraordinaire et que nous pouvons nous changer. Et si nous sommes suffisamment nombreux, que nous pouvons changer le monde, que nous pouvons l'améliorer. Et c'est une décision maintenant de comprendre comme jamais que le principe de sa liberté est quelque chose de fondamental pour s'épanouir. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous dis merci. À la prochaine.